Comment le monde réagirait-il à l'émergence soudaine d'une nouvelle superpuissance? Imaginez l'ensemble du continent africain, avec plus d'1 milliard d'habitants, d'immenses ressources et une position stratégique, unis sous un seul drapeau, un seul gouvernement, une seule économie et une seule armée. L'équilibre du pouvoir mondial change soudainement. Dans cet épisode de The Infographics Show, nous explorons ce qui arriverait si l'Afrique devenait un seul pays. L'Afrique compte 54 pays, près de 1,5 milliard d'habitants, et détient plus de ressources naturelles que presque toute autre région du monde. Maintenant, imaginez chacun de ces pays sous un seul drapeau, les États-Unis d'Afrique. Ce super-État modifierait soudainement l'équilibre mondial, surtout économique. En 2025, le produit intérieur brut nominal combiné de l'Afrique est déjà estimé entre 2,39 et 2,83 000 milliards de dollars américains. Bien sûr, il ne rivaliserait pas encore avec les poids lourds. Les États-Unis atteignent 29 000 milliards et la Chine 18 000 milliards de dollars, restant dans une catégorie à part. Un produit intérieur brut combiné d'une Afrique unie la placerait aussitôt dans le top 10 mondial, devant l'Italie et le Brésil. Même la France et le Royaume-Uni ne la dépassent que légèrement, avec un peu plus de 3 000 milliards. En termes de produit intérieur brut, cette Afrique unie dépasserait des pays comme le Canada, la Corée du Sud ou la Russie. L'Afrique serait probablement la 7e ou 8e plus grande économie mondiale avec un fort potentiel de croissance. En tant que nation unifiée, elle contrôlerait d'importantes réserves d'énergie, des ressources naturelles, dont des métaux rares et des ports essentiels au commerce mondial. Sur le papier, cela paraît prêt à devenir une superpuissance mondiale et un acteur clé international. Avant d'aborder d'autres implications mondiales plus larges, explorons certains des obstacles potentiels. Si une administration gouvernementale parvenait à unifier toute l'Afrique, qu'est-ce que cela changerait en termes de logistique? Qu'est-ce qu'il faudrait réellement pour faire fonctionner ce nouveau pays unifié? Eh bien, pour commencer, celui qui serait aux commandes aurait littéralement beaucoup de territoire à couvrir. Le territoire africain serait désormais vu comme une seule nation au lieu de 54. Et pour le dire simplement, cela fait beaucoup de territoire. Comme dit plus tôt, l'Afrique est le deuxième plus grand continent du monde. Avec plus de 11 millions de milles carrés, elle couvre 20% des terres mondiales. Ainsi, ce nouveau super-État ne rivalise pas seulement avec la taille de tout le continent asiatique, mais il serait aussi 3 fois plus grand que l'ensemble de l'Europe. L'Afrique unifiée doit maintenant être gouvernée comme un seul pays, ce qui n'est pas simple. Avec plus d'1 milliard d'habitants, des langues différentes, des déserts, des jungles, des mégapoles et des savanes, il ne s'agirait pas seulement d'un nouveau pays, mais de la nation la plus diversifiée de l'histoire de l'humanité. À l'heure actuelle, l'Afrique représente environ 16% de la population mondiale totale. Unir ce continent en un seul pays le rendrait l'un des plus peuplés au monde, avec l'Inde et la Chine. L'Afrique connaît un boom démographique, et même si sa population reste inférieure à celle de l'Inde et de la Chine, plus de 1,4 milliard d'habitants chacune, elle rattrape vite son retard. Selon les Nations Unies, la population africaine atteindra 2,4 milliards à la fin du XXIe siècle, soit 39% de la population mondiale. Ainsi, une Afrique unie ne serait pas seulement immense en termes de superficie, mais elle abriterait également une part considérable de la population humaine. Vu le nombre d'habitants et la taille de l'Afrique, son unification ne peut pas se faire du jour au lendemain. Évoquant la population, examinons les défis et opportunités que le gouvernement du nouvel États-Unis d'Afrique devra affronter. Sur tout le continent africain, l'âge médian dépasse à peine 19 ans. La moyenne mondiale dépasse à peine 30 ans. Que cela implique-t-il? Eh bien, la population de ce nouveau pays d'Afrique serait plus jeune, ce qui signifierait qu'elle devrait être gouvernée par une administration prête à donner la priorité aux besoins d'une population plus jeune. Et cela ne signifie pas légiférer contre les jeux vidéo ou interdire les cigarettes électroniques, mais nécessiterait plutôt des investissements importants dans certains secteurs publics, à savoir la santé et l'éducation. Nous verrons bientôt comment les États-Unis d'Afrique pourraient financer ces secteurs, mais abordons d'abord un domaine que le nouveau gouvernement ne peut ignorer, l'éducation. La qualité ou l'accès à l'éducation variera fortement sur le continent. Prenons le Soudan du Sud par exemple, son taux d'alphabétisation est aussi bas que 27%, tandis qu'en comparaison la Libye est bien plus élevé avec plus de 91%. Le taux d'alphabétisation moyen est d'environ 64%, avec de fortes disparités régionales.
Le taux d'alphabétisation en Afrique du Sud est bien plus élevé que dans certaines régions d'Afrique subsaharienne. Sans surprise, vu la taille du continent, l'éducation et l'alphabétisation ne sont pas les seules différences à considérer pour le gouvernement de l'Afrique unie. Si chaque pays devenait un État de cette nouvelle nation unie, les préoccupations sanitaires varieraient fortement selon les régions. En Afrique subsaharienne, environ 11% de la population vit avec le virus de l'immunodéficience humaine, syndrome d'immunodéficience acquise. Éradiquer des maladies comme celle-ci nécessiterait d'énormes investissements dans la santé, et un ministère de la Santé centralisé et puissant, capable d'inonder le pays de traitements abordables et d'assurer l'approvisionnement dans chaque recoin du continent. Ce seraient peut-être certaines des principales préoccupations lors de la création d'un super-État africain unifié, mais ce ne seraient certainement pas les seules différences entre les différentes régions. La grande diversité linguistique serait une caractéristique clé de la nouvelle nation. Il y a environ 1200 langues et dialectes régionaux différents, parlés sur le continent aujourd'hui, et cela serait l'un des plus grands obstacles. Comment gouverner un pays où les citoyens parlent des milliers de langues? Adopter des lois, prononcer des discours, diffuser un journal national deviendrait chaotique sans une langue commune. On pourrait choisir quelques langues officielles, comme le swahili, l'arabe, le français ou l'anglais, et les utiliser dans le gouvernement, l'éducation et les médias. Adopter l'une de ces langues faciliterait la communication entre le gouvernement, ses citoyens et les États. Cela permettrait aux différents groupes culturels d'Afrique de communiquer ouvertement entre eux. Cela pourrait aussi faciliter les relations et négociations internationales, ce que nous aborderons bientôt. Quelle que soit la langue choisie comme officielle, elle devrait être enseignée dans toutes les écoles, du Caire au Cap. Cela impliquerait de réformer les systèmes éducatifs de 54 États, dont la plupart ont déjà leur langue officielle. C'est un cauchemar logistique, lié à la langue et à l'identité. L'Afrique possède des cultures très diverses, avec presque autant de personnes s'identifiant comme arabes que comme africaines. Le continent abrite également une grande variété de confessions religieuses. L'islam et le christianisme dominent, représentant ensemble 90% de la population. Mais à travers le continent, on trouve aussi des religions africaines traditionnelles dynamiques, ainsi que des poches d'athées et de citoyens non pratiquants. Pour que les États-Unis d'Afrique fonctionnent, il faudrait promouvoir la tolérance religieuse et rédiger des lois neutres entre religions. Une Afrique unie entraînerait notamment la libre circulation, l'un des plus grands bouleversements. Voyager entre pays africains implique visa, contrôle frontalier et beaucoup de paperasse. Avec un seul drapeau, les citoyens voyageraient entre États aussi aisément que les Américains du Texas à la Louisiane. Ce n'est pas juste un road trip chez ses voisins, c'est aussi libérer un grand potentiel commercial. Un obstacle majeur pourrait bouleverser ce commerce, la monnaie. Une Afrique unie pourrait abandonner des dizaines de monnaies au profit d'une seule monnaie nationale. Cela semble simple jusqu'à ce que vous essayiez de le réaliser. Qui décide de la valeur du nouveau dollar africain unifié par rapport au rand sud-africain, au dollar namibien ou au dollar tunisien? Certaines régions auraient une monnaie plus forte, d'autres plus faibles, provoquant soudainement boom économique ou panique financière. Il pourrait ne pas être nécessaire de supprimer les monnaies actuelles. Une Afrique unie faciliterait la convertibilité des monnaies. Supposons qu'une personne quitte le Rwanda pour la Libye et doit échanger ses francs contre des dinars. Une Afrique unie pourrait créer une plateforme d'échange assurant une valeur égale entre États. Cela signifie que vous pourriez voyager, faire des achats et mener des affaires partout sur le continent sans vous soucier des taux de conversion injustes. Cela améliorerait le commerce entre les États, mais restons prudents. Où serait la capitale des États-Unis d'Afrique? Chaque nation africaine a sa propre capitale, comme le Caire pour l'Égypte ou Freetown pour la Sierra Leone. Si le continent adoptait un modèle comme les États-Unis, chaque État garderait sa capitale, mais une ville centrale serait nécessaire. Le siège de l'Union africaine et de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique est à Addis Abeba, en Éthiopie, ce qui en fait une candidate idéale pour devenir la capitale de l'Afrique. Des centres de pouvoir régionaux existent en Afrique, comme le Nigeria, l'Égypte et l'Afrique du Sud. Que leur arriverait-il? Le Nigeria, par exemple, a Lagos, la plus grande ville d'Afrique. La plupart des capitales mondiales sont aussi la plus grande ville de leur pays, et se trouvent souvent au centre. C'est pour rendre la capitale plus accessible à la population, et mieux la protéger en cas d'invasion.
Ces critères et à eux seuls éliminent probablement Lagos, étant donné que le Nigeria se trouve en Afrique de l'Ouest, avec l'océan Atlantique juste au sud. Et de toute façon, il est probable que des grandes villes comme Lagos, Le Caire et Johannesburg conserveraient leur importance en tant que centres économiques et culturels majeurs de leurs États respectifs. Les deux dernières pourraient rester les principaux centres financiers d'une Afrique unifiée. Donc, même si elle ne devenait pas la capitale officielle du pays uni, elle ne perdrait rien de cette importance. Des villes comme Los Angeles, New York et Houston sont tout aussi importantes nationalement et internationalement que Washington District Columbia. Nous avons évoqué l'importance potentielle de l'Afrique dans l'économie mondiale, mais il faut rappeler que la situation est sans doute plus complexe. Même si le produit intérieur brut africain atteint des milliers de milliards divisé par la population, le produit intérieur brut par habitant n'atteint qu'environ 2000 $ par an. Des pays africains comme le Togo et la Sierra Leone ont un produit intérieur brut par habitant encore plus bas. Pour améliorer ces chiffres, notre gouvernement hypothétique devrait engager une profonde restructuration financière. L'économie est stimulée par un meilleur accès à l'emploi, grâce à plus d'investissements dans l'éducation et les emplois publics. Le problème ici, c'est que l'investissement doit venir de quelque part. Les citoyens pourraient ne pas être d'accord avec l'utilisation de fonds publics, comme les impôts provenant de leur état plus stable économiquement, pour renforcer et soutenir un autre. Reprenons le parallèle américain. Si le gouvernement fédéral annonçait aux Texans que leurs impôts financent dans des écoles dans le Dakota du Nord, seraient-ils tous vraiment d'accord? De la même manière, le financement provenant d'Afrique du Sud utilisé pour soutenir les citoyens du Libéria et aider à lutter contre la pauvreté généralisée dans d'autres parties des États-Unis d'Afrique pourrait rencontrer une résistance similaire. C'est un équilibre délicat, mais une solution existe. Il est temps de discuter de ces ressources naturelles qui pourraient stimuler l'économie de l'Afrique unie. L'Afrique regorge de ressources naturelles, dont des métaux rares comme le platine, l'or, l'argent, ainsi que le zinc, le cobalt, le fer, le cuivre et le calcaire. On trouve aussi des combustibles comme le pétrole, le charbon, le gaz naturel, ainsi que des pierres précieuses comme les diamants, améthystes et émeraudes. Sans oublier beaucoup de sucre, sel, fèves de cacao, fruits tropicaux et le pétrole. L'Afrique en regorge. Le Nigeria, l'Angola, la République du Congo, la Guinée équatoriale, l'Algérie, la Libye, l'Égypte et le Soudan du Sud produisent parmi les pétroles bruts les plus prisés au monde. Et la soif du monde pour ce pétrole ne faiblit pas. De Washington à Bruxelles, des pétroliers transportent le pétrole africain, la République démocratique du Congo, alimentant l'appétit des États-Unis et de l'Europe. L'Afrique possède jusqu'à 90% du platine mondial et 40% de l'or, ainsi que 33% de tout l'uranium de la planète. Disposer de nombreuses ressources précieuses donne non seulement une grande richesse, mais aussi un fort pouvoir de négociation. Détenir autant de ressources mondiales, notamment des matériaux et minéraux précieux, permettrait à une Afrique unifiée de profiter de la demande mondiale pour dynamiser son économie et choisir ses partenaires commerciaux. Imaginons qu'une nation quelque part dans le monde veuille imposer des tarifs douaniers sur l'or importé. Eh bien, regardez ça. L'Afrique a décidé d'augmenter le prix de l'or qu'elle expédie là-bas. Un autre pays menace d'attaquer car le pétrole brut nécessaire à son effort de guerre devient soudain trop cher. Contrôler l'approvisionnement de ressources précieuses donnerait un grand avantage à une Afrique unifiée et, via le commerce, générerait d'immenses richesses pour le pays. Cependant, posséder cette richesse ne va pas éliminer les problèmes urgents auxquels les citoyens d'Afrique sont encore confrontés, l'un des principaux étant la pauvreté. Le Nigeria, puissance économique africaine, voyait en 2019 6 personnes par minute basculer dans l'extrême pauvreté. Malgré une baisse du taux de pauvreté dans la plupart des pays africains, elle demeure largement répandue à cause de la corruption, des inégalités et du manque de développement économique. Les États-Unis d'Afrique devraient investir leurs richesses là où cela compte, écoles, hôpitaux, infrastructures et emplois, grâce à une direction efficace. Cela signifie construire des institutions dans lesquelles les gens peuvent réellement avoir confiance, avec une transparence totale, et lancer une offensive nationale coordonnée contre la pauvreté. Nous avons évoqué les avantages du commerce international pour une Afrique unie. Mais qu'en est-il des échanges internes entre États ? Dans l'Union européenne, 2/3 du commerce sont internes, assurant aux États membres l'accès à la majorité des ressources, biens et capitaux. Chaque pays européen a son marché intérieur pour faire face aux grands bouleversements du commerce mondial.
Actuellement, sur le continent africain, les frontières strictes entre chaque nation limitent la taille de leur propre marché intérieur. Avec peu de marge de croissance, l'unification de l'Afrique pourrait offrir une opportunité de réforme visant à assouplir les frontières entre les États, réduisant ainsi le coût global du commerce intérieur. Il n'existe actuellement pas d'infrastructure pour faciliter cela, mais le type de coopération nécessaire est déjà mis en pratique en ce moment. La zone de libre-échange continentale africaine, créée en 2018, couvre la majorité du continent. Les États membres ayant signé un accord de libre-échange peuvent ainsi commercer ensemble en réduisant les obstacles qui compliqueraient ou renchériraient ces échanges. Les quotas d'importation et droits de douane peuvent fortement limiter le commerce de biens ou services. La zone de libre-échange continentale africaine vise à permettre aux États du continent d'échanger sans risque d'exploitation entre eux. Cet accord vise à supprimer les droits de douane sur la majorité des biens et services en 5, 10 ou 13 ans, selon le développement du pays membre. Certaines nations dépendent encore des revenus des droits de douane pour leur économie, mais la zone de libre-échange continentale africaine vise à réduire ces barrières avec le temps. Ces objectifs incluent aussi une union douanière continentale et le développement des infrastructures régionales pour faciliter le commerce. Ces objectifs pourraient s'appliquer à une Afrique unifiée. En facilitant le commerce entre ces États, les États-Unis d'Afrique stimuleraient leur propre économie intérieure. Cela renforcerait le développement socio-économique, réduirait la pauvreté et assurerait la compétitivité de l'Afrique dans l'économie mondiale. Les États-Unis d'Afrique ne naîtront pas du jour au lendemain, mais le potentiel est là. Malgré ces 54 nations, la croissance de l'Afrique s'accélère et son produit intérieur brut combiné devrait dépasser celui de la France et du Royaume-Uni. La zone de libre-échange continentale africaine montre que le continent, malgré sa diversité, peut coopérer à grande échelle. Pour aller plus loin et devenir un pays constitué, l'Afrique doit trouver un équilibre sans privilégier l'économie au détriment du bien-être de ses citoyens. Les États-Unis d'Afrique ne sont pas impossibles, mais ils n'arriveront pas demain. Avec une stratégie intelligente, un leadership fort et une croissance durable, cette supernation hypothétique pourrait devenir réelle. Et elle ne ferait pas qu'exister, elle dominerait. Une Afrique unie pourrait transformer le pouvoir mondial, le commerce, la diplomatie et la culture comme jamais auparavant. Si l'Afrique formait un seul pays, elle deviendrait l'une des plus grandes puissances mondiales. Et qu'adviendrait-il des autres pays livrés à eux-mêmes ? Découvrez le pays le plus isolé du monde ou cliquez sur cette vidéo.